chers amis internautes, merci de nous retrouver à nouveau sur Bénin Politique. Aujourd'hui, nous parlons de l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme qui fait injonction à l'État béninois de suspendre l'organisation des élections communales du 17 mai 2020. Cette décision a été rendue suite à une requête déposée par l'opposant Sébastien Adiavon. Quelles sont les implications de cette ordonnance? L'État béninois va-t-il exécuter cette décision, cette ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et en plateau, j'ai avec moi Landry Angelo Adelakoum. Bonjour Landry. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers internautes de Bénin Web TV. Il est juriste activiste des droits de l'homme. Et de l'autre côté, j'ai Roméo Aïssegbe. Il est acteur politique. Bonjour Roméo. Bonjour Cosimo. Alors je rappelle également que vous êtes membre de la mouvance présidentielle, membre fondateur du Bloc républicain. Alors Landry Angelo Adelakoum, je commence par vous. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme, qu'est-ce qu'on peut y retenir concrètement? Merci monsieur le journaliste. Et déjà, il faut dire que la décision de la Cour africaine est une ordonnance, c'est une mesure provisoire. C'est une mesure provisoire parce que la Cour africaine rend deux types de décisions. Des mesures provisoires, des ordonnances et des arrêts définitifs. La mesure provisoire qui a été prise, qui a été rendue la fois dernière, le 17 de ce même mois d'avril, vient suite à un certain nombre de considérations. Lorsque la Cour considère, au regard des moyens, au regard des éléments qui lui ont été servis par les parties au litige, et qu'elle considère qu'il y a des risques imminents de préjudice irréparable, alors, puisqu'elle n'a pas encore le temps ou les éléments nécessaires d'aller au fond, ce qui lui aurait permis de rendre un arrêt définitif, elle rend alors une ordonnance provisoire. Donc, on rend cette décision en attendant d'aller au fond, en attendant de rendre un arrêt définitif. C'est pour vous dire qu'à l'heure actuelle, vous allez juste comprendre que c'est une mesure provisoire et qu'à l'arrivée, avec un arrêt définitif, bon, il est possible que X ou Y ait raison. Vous voyez, mais pour le moment, on estime qu'il y a peut-être des risques. Et quand on revient à l'interne ici, c'est une procédure qui également, d'une façon ou d'une autre, se fait également au niveau des juridictions nationales de chaque pays. Quand vous prenez en matière administrative, et il y a ce que nous appelons les référés administratifs qui permettent à ce que l'on puisse aller d'urgence pour les questions d'urgence. Et donc, on essaie de surseoir à l'exécution d'une mesure prise par l'autorité administrative parce qu'on estime qu'il y a quand même des risques de préjudice irréparable. Et quand on vient dans le monde des affaires ou dans le monde civil carrément, et il y a ce que nous appelons les mesures conservatoires. Quand vous êtes commerçant et que vous avez une cargaison ou je ne sais quoi, vous voyez des choses qui sont périssables, il ne serait pas bien d'intenter une procédure qui pourrait aboutir au bout de 2 ans. Et ce que vous avez sur la main pourrait, vous voyez, pourrait peut-être se détériorer. Alors, justice, et maintenant, l'autre côté également, je fais des comparaisons de mesures provisoires. Et c'est ce que nous appelons des décisions avant d'y droit. Dans une procédure normale, et on considère qu'il y a peut-être également des risques imminents en ce que nous appelons des décisions avant d'y droit. Et l'exemple palpable que je pourrais donner, c'est dans l'affaire RB. Bon, les deux ailes de RB, vous avez vu. Il y a d'abord une décision avant d'y droit et après, le tribunal a rendu. Donc, en attendant d'aller au fond du dossier, la justice essaie donc de rendre une décision parce que devant, on estime qu'il y a un préjudice qu'il faut quand même essayer donc de régler. C'est d'ailleurs ce que Sébastien Adiavon a évoqué. Il a parlé donc d'un préjudice irréparable pour lui si les élections se tenaient. Et cette ordonnance, on peut dire, elle n'est pas seulement, sinon la requête sur laquelle se base cette ordonnance n'est pas seulement juridique, mais elle est aussi politique, parce qu'Adiavon, c'est un acteur politique. Et d'ailleurs, le préjudice dont il parle est quand même un élément politique. Alors, sur le plan politique, comment est-ce que vous analysez quand même cette ordonnance de la Cour? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai suivi avec intérêt mon vis-à-vis, que je remercie pour l'explication exhaustive. Moi, mon point de vue reste strictement politique. Et dans un contexte sans vouloir critiquer le fonctionnement de la Cour africaine des droits de l'homme, j'émets des réserves par rapport à cette décision
en ce qui concerne le moment et des éléments qui entrent en jeu et le temps que nous traversons dans le monde entier aujourd'hui. Vous savez, M. Adjavan Sébastien, l'homme politique, ex-candidat aux élections législatives, président d'honneur, élection présidentielle du moins, merci, et président d'honneur d'un parti politique qui a eu des difficultés compte tenu des tests en vigueur en République du Bénin. C'est-à-dire que il faut qu'on le rappelle au commun des mortels et surtout aux internautes que le parti politique de M. Sébastien Adjavan a volontairement décidé de ne pas se ranger vis-à-vis des nouveaux tests en vigueur pour continuer à actionner, c'est-à-dire pour continuer à acter. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était un choix où ils ont quand même engagé le processus et entre-temps, il y a quelque chose qui n'a pas marché? Je le dis que c'est un choix parce que ce qui a été clair et qui a fait couler des salives et de l'encre de l'autre côté, donc au niveau d'autres partis politiques, est que celui qui est membre dans les instances de décision d'un parti politique doit pouvoir avoir un casier judiciaire vierge. Et dans le cas précis, concernant le parti politique de Sieur Adjavan Sébastien, le parti politique dont il est le président d'honneur, son poste de président d'honneur dans ce parti-là n'est plus à garder vis-à-vis des principes de nouveaux tests, donc de la charte des partis politiques et du système partisan auquel nous avons tous adhéré. Alors, si, entre-temps, je cite ces éléments, et un second avant d'opiner clairement là-dessus, le second est que le porte-parole de ce parti politique, qui a refusé de se ranger vis-à-vis des tests, a été clair en disant que eux, au niveau de leur parti, s'ils ne se sont pas précipités de se mettre en règle vis-à-vis des nouveaux tests, c'est qu'ils n'ont que les élections communales n'ont aucun enjeu pour eux. Le porte-parole de ce parti-là a dit ça clairement sur les médias. C'est normal aujourd'hui que nous puissions, en étant dans le processus où les autres ne trouvent aucun enjeu, que nous puissions nous voir, nous tomber dessus une décision de la Cour africaine des droits de l'homme demandant la suspension de toute procédure devant aboutir aux élections communales. Le problème, c'est que pour des intérêts de participation, pour des intérêts politiques, on veut arrêter le fonctionnement d'un État. Est-ce que cet État est quand même membre, donc, ou cet État a comment on appelle, ratifié les accords qui ont créé cette Cour-là? Est-ce que finalement l'État ne se retrouve pas dans un piège où il a donné son accord à quelque chose qui finalement semble vouloir le dépasser? Non, vous savez, ce qui est sûr, toute décision que vous prenez dans votre vie est un couteau à double tranchant. Que vous dites oui, il y a des conséquences liées à ce oui-là, où vous allez subir, ou soit vous allez essayer de vous débattre contre. Le juriste en présence a expliqué en l'état que on pourrait supposer, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est tombé dessus. Donc, on peut laisser le bénéfice du doute à la réponse qu'apportera l'État d'abord à cette décision. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que le but poursuivi par l'intéressé qui s'est abstenu de respecter la loi. Je suis dans le contexte politique. Et la démocratie, avec votre permission, c'est un État rangé sur des lois et des articles. Et donc, quand chacun respecte les tests, nous sommes tous libres. Mais quand quelqu'un refuse de respecter les tests, et c'est lui qui va chercher des lois pour vous demander de respecter, dans le contexte politique, ce n'est pas pensable. C'est à la rigueur une aberration. J'ai l'habitude de le dire parce que nous sommes en politique et nous sommes dans un État démocratique. Et vous trouvez qu'un État que Roméo Aïssegbe dirige, par exemple, selon les principes de la démocratie, qu'un citoyen aussi puissant qu'il puisse être financièrement refuse de respecter la loi, mais qui
utilise sa posture ou peut-être ses relationnels pour me faire respecter une quelconque loi. C'est ça aussi le problème. Donc il faudrait analyser l'aspect politique et l'aspect souverainiste de la question. Est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme, avant de rendre cette décision provisoire, et j'ai dit au départ que je ne la juge pas, s'est imprégnée du contexte d'où est né le conflit? Est-ce que... Justement, parce que je vous reviens tout à l'heure. Alors, Landry Angelo Adélakun, cette ordonnance s'est basée quand même sur une précédente ordonnance que l'État béninois n'a pas respectée. La même Cour avait demandé à l'État béninois donc d'annuler la condamnation de Sébastien Adjavon. Cette condamnation même qui fait qu'aujourd'hui, il se retrouve dans une posture difficile par rapport à l'existence juridique de son parti politique. Donc, l'ordonnance récente est donc une conséquence de l'ancienne ordonnance qui demandait donc à ce que la condamnation de Sébastien Adjavon soit annulée. Alors, dans sa requête, il a dit clairement, parce que l'État n'a pas respecté l'autre ordonnance qui annule sa condamnation, il se retrouve dans une position où il ne peut pas donc participer aux élections, ce qui doit donc lui causer un préjudice irréparable. C'est pourquoi il demande donc à la Cour de suspendre les élections. Alors, est-ce que finalement l'État n'aurait pas pu respecter la précédente décision et qu'aujourd'hui, il ne se retrouvait pas donc dans une difficulté de sauvegarder sa souveraineté, comme l'a dit le ministre donc, de la Communication? Je pense que vous avez déjà la réponse, parce que si on considère que c'est une suite logique de la première ordonnance, c'est que nous aurions respecté la première, que nous ne serions pas à l'étape où nous sommes aujourd'hui. Je voudrais, par rapport à la précédente ordonnance, remercier quand même l'État béninois. L'État béninois, pourquoi? Parce que au moins nous avons essayé de respecter cette décision de façon parcellaire. Merci. De façon parcellaire, nous avons choisi ce qui nous arrangeait. C'est tout. Et nous avons donc créé un second degré de juridiction. Cela me permet de dire que nous avons fait une émission ici qui malheureusement a pris un coup, mais j'avais déjà expliqué cela, clarifié, que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne fait pas de recommandations. Il faudrait que les politiciens et les rhéteurs qui sont au pouvoir et qu'on soit évitent de dire des choses comme ça. La Cour rend des décisions, elle décide, elle fait des injonctions. La Cour constitutionnelle du Bénin rend des décisions et dans une certaine mesure, conseille, fait des recommandations aux institutions de la République. Comme l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée nationale, le président de la République, parce que c'est une institution. Et puis les autres. Mais la Cour africaine des droits de l'homme, ce ne sont pas des recommandations, ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des injonctions, des décisions. Donc, je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Et maintenant, par rapport à l'aspect souverainiste, techniquement, la souveraineté n'est pas mise à mal quand il s'agit du respect des décisions d'une cour communautaire ou régionale. Parce que je voudrais commencer par rappeler, peut-être avant de revenir à vous, que le Bénin, notre pays, dans la Constitution de 90, a rappelé son attachement aux valeurs et principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et de tous les autres traités ou accords internationaux. Et nous avons dit clairement que ces textes font partie intégrante de notre Constitution. C'est-à-dire que vous prenez la Constitution béninoise, c'est tout cela mélangé qui fait la Constitution béninoise. Plus loin, à l'article 147 de la même Constitution, il a été dit clairement que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont valeur supérieure aux lois internes, à condition que les autres parties les respectent. Donc l'obligation de réciprocité. En droit international, on parle de pacta sunt servanda. Donc, le respect de vos obligations, des obligations prises au nom de l'État. Et donc, la question de la souveraineté n'est pas un principe absolu. La souveraineté a des pondérations. Et la pondération, c'est votre volonté à l'international. Lorsque vous acceptez en tant qu'État de vous mettre en association pour un accord, un traité, une convention, vous laissez une partie de votre souveraineté. Parce que la souveraineté voudrait dire que vous n'acceptez pas l'autorité d'une autre autorité. C'est ça l'État. L'État n'a pas d'autorité supérieure. Mais lorsque vous acceptez vous mettre dans un dispositif, nous parlerons alors des juridictions supranationales. Supranationales, au-dessus des États.
Et ces juridictions sont nées de la volonté des États. Le Bénin, tout comme plusieurs autres États, se sont mis ensemble en ratifiant le protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme, le protocole de Ouagadougou. C'est ce protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme. Et c'est notre État, le Bénin, qui a signé, qui l'a ratifié. Alors, la Cour africaine a ses statuts également, qu'elle n'a pas inventés. Et je voudrais rappeler que les juges de la Cour africaine sont désignés et envoyés là-bas par les États. Et je voudrais rappeler également que notre mémé, Maître Reine Alapeni Gansou, a été pendant longtemps commissaire à la Commission africaine des droits de l'homme. Elle a été, je dis, la numéro 1 sur des années. Avant d'aller aujourd'hui à la Cour pénale internationale, au nom du Bénin. Elle n'est pas à la Cour pénale internationale en son propre nom. Elle a été envoyée à la Cour pénale internationale au nom du Bénin. Elle a siégé à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples au nom du Bénin. Le Bénin a ratifié le protocole au nom de nous autres. Et la Cour est là pour juger et vous voyez le mécanisme qu'on emprunte pour envoyer. Et maintenant, c'est pour vous dire que lorsque vous avez accepté de vous mettre dans ça, vous avez laissé une partie de votre souveraineté. Et au nom de cette souveraineté, vous êtes libre de sortir de ces mécanismes. Donc, au nom de la souveraineté, c'est ça la souveraineté. La souveraineté vous permet de vous mettre ensemble avec le Togo, le Burkina, le Mali, le Niger, pour créer le Conseil de l'entente ou tout ce que vous voulez. Au nom de la même souveraineté, vous décidez de sortir du lot. Mais quand vous êtes dans le lot, vous êtes obligé de respecter. C'est pour vous dire que le Bénin, notre État, quand il est dans ce lot, il n'y a pas de débat autour, il n'y a pas de question de souveraineté. La souveraineté n'est pas mise à mal. La souveraineté, elle est garantie, en ce sens que c'est l'État même qui a voulu, qui appartient à une communauté de normes et de principes. Ce n'est pas seulement, nous n'appartenons pas seulement à la Cour africaine des droits de l'homme. Nous appartenons, nous avons également ratifié des tests de la Cour de justice de la CEDEAO. Et Maître Abraham Zidoroué a été juge à la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO est intervenue dans les élections au Togo. Ah oui, il faudrait que les gens fouillent. Oui. Et la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas à sa première décision. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que les individus, comme vous et moi, arrivent à saisir la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme est une juridiction des États, née de la volonté des États, créée par les États, pas par des bailleurs de fonds, pas par des ONG, pas par des individus. Pour régler des questions entre États. Et pour régler également des questions entre États et leurs citoyens. Mais pour que les citoyens puissent porter ces affaires devant la Cour africaine, il fallait que les États signent ce que nous avons appelé la déclaration attributive de compétences. Par cette déclaration signée par notre État, le Bénin, en février 2016, le Bénin, notre État, autorise ses citoyens à porter tout litige dans lequel ils se retrouveraient face à lui devant la Cour africaine des droits de l'homme. Et mieux, quand vous entrez dans le protocole de Ouaga, portant création de la Cour africaine, vous verrez clairement l'une des dispositions qui vous renseigne, qui vous dit que les États, en ratifiant le protocole de Ouaga, s'engagent à respecter les décisions de la Cour et à faire un rapport à la Cour. C'est pour vous dire que l'exécution de la décision ou des décisions de la Cour ne pose aucun problème. Ce sont les États qui sont chargés d'exécuter les décisions. Et quand les États ont fini d'exécuter, ils font un rapport qu'ils envoient maintenant à la Cour. Pourquoi? Parce qu'en droit international, au regard de la souplesse du droit international, il n'y a pas un gendarme pour attraper un État qui ne respecterait pas une décision. Au Bénin, si le tribunal de Cotonou a une décision que vous ne respectez pas, surtout en matière pénale, on viendra vous chercher, il n'y a pas de souci. Mais vous irez derrière les barreaux. Mais en droit international, ce mécanisme n'existe pas. C'est pour cela qu'il est dit clairement, et donc je voudrais aussi nuancer, que ceux qui disent que la décision de la Cour est déclaratoire et qu'on sort, c'est un mélange. Il est clairement dit, tout le monde le sait, que ce n'est pas la Cour africaine qui viendra au Bénin ou au Togo ou en Côte d'Ivoire exécuter une décision, mais ce sont les États qui le feront. Et le Burkina Faso a mis en œuvre, pas 2 fois de suite, des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle l'a fait respecter. La Tanzanie fait partie des pays, sinon même le premier pays, à être plus exposé
aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Et c'est là où je vais vous donner un exemple, puisque nous sommes en matière électorale. Lorsque vous entendez le porte-parole du gouvernement dire qu'on ne saurait interférer dans la vie électorale d'un État, non, je pense que bon, je ne sais pas dans quelle posture il est. Je le prends juste dans sa posture de porte-parole et non de juriste. Dans sa posture de porte-parole et non de juriste. Il a d'ailleurs parlé en tant que porte-parole. Oui, oui, non, ça me gêne parce que, vous savez, quand nos patrons, bon, vous voyez, ça gêne, ça gêne. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en juillet 2013, a rendu une décision, un arrêt célèbre, qu'on appelle arrêt référent Ntikela, en matière électorale. En matière électorale, où elle a remis en cause des décisions de la Cour suprême de la Tanzanie et consorts, où elle a remis en cause une loi électorale. Je vous explique. En Tanzanie, on disait que le monsieur ne pouvait pas se présenter aux élections parce qu'il ne serait pas membre d'un parti politique. Et que, c'est un peu comme ce qui se passe ici, et que pour aller aux élections, il fallait être obligatoirement membre d'un parti politique. D'où on n'accepte pas les candidatures indépendantes. Mais la Cour africaine, en faisant assurer l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et en rappelant le principe de ce que les partis politiques, quand bien même elles sont spécifiques, elles ne sont pas moins que des associations. Et donc, la liberté d'appartenir et la liberté de ne pas appartenir. Alors, on ne saurait contraindre un citoyen à appartenir à un parti politique avant de pouvoir participer à la gestion des affaires. Et c'est cela qui a motivé la décision de la Cour africaine, je précise bien, en matière électorale. Et si vous avez la chance de recevoir peut-être des juristes, comme moi, ici sur ce plateau, et qui vont vouloir opiner sur la question, qu'ils vous donnent des exemples. Et je vous ai dit, l'exécution des décisions de la Cour ne pose pas problème quand on est de bonne foi, puisque c'est la bonne foi qui est présumée. Le Burkina l'a fait, la Tanzanie l'a fait. La Côte d'Ivoire, il y a quelques heures, a été condamnée par la même Cour africaine. Et mieux, vouloir faire croire, c'est ce que nous voyons dans l'opinion, que les juges de la Cour se seraient réunis dans une chambre ou peut-être pas à visioconférence pour rendre une décision. Je voudrais qu'on sache que ça aussi, ce n'est pas juste. Pourquoi? Dans une procédure devant la Cour, la procédure, elle est contradictoire. L'État béninois a été représenté dès les premières secondes de toutes ces affaires jusqu'à là où nous sommes. Et l'État, de façon classique, est représenté par l'agent judiciaire du Trésor. Et quand on estime qu'il le faut, on met des avocats en plus. Et des avocats, je ne vais pas donner leur nom, vous les connaissez tous, ont représenté l'État devant la Cour africaine. C'était hier, ont représenté M. Sébastien Adjavon contre l'État béninois devant cette même Cour. C'est pour vous dire que même du point de vue de la logique, il n'est pas bien séant qu'ayant participé à des débats, ayant démontré, parce que le Bénin, notre État, a donné des arguments, des éléments de preuve pour montrer que M. Sébastien Adjavon n'était pas fondé à faire ce qu'il a fait. C'est quand la Cour finit par rendre une décision que nous sortons les théories souverainistes comme on l'entend et que nous sortons peut-être qu'on saurait interférer dans ci et dans ça. Je voudrais que, moi, je comprends la posture des hommes politiques. Vous voyez que je laisse même mon vis-à-vis et je parle de ceux que j'estime être juristes. Voilà, parce que je sais que mon vis-à-vis, non, il est dans sa posture que je respecte. C'est un homme politique. Peut-être que s'il était aussi dans l'autre posture, j'aurais compris. Mais, du point de vue technique, je vous dis que cela ne pose pas problème. Lorsque notre État, de bonne foi, a voulu respecter une partie, une infime partie de la décision de la Cour la fois dernière, nous avons créé un second degré de juridiction que je suis venu remercier et féliciter sur ce plateau. Vous voyez au niveau de ce... Donc, c'est pour vous dire que notre État n'a pas de souci quant à... C'est l'État lui-même qui a signé, qui a permis à ce que M. Sébastien Adjavon, Landry Anjola de la Cour, Koshimo Mbadi, Romeo AICB et autres puissent aller devant la Cour africaine. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, si peut-être on n'est pas d'accord, mais c'est qu'on sorte carrément de ces mécanismes. C'est tout, si on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a des modalités. Il y a la possibilité de faire des amendements par rapport au test de la Cour. Et là, les États diraient simplement que désormais, le respect des décisions de la Cour sera fait en fonction de leurs humeurs, de leur bon vouloir. Bon, et c'est tout. On va revenir à Roméo. C'est sûr que il va également, parce que là, on est
on sort d'une longue démonstration technique de la part donc, du juriste. Alors finalement, lorsqu'on se base un peu sur les éléments avancés tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu trop facile pour un État qui a quand même adhéré à un protocole? Est-ce que ce n'est pas un peu facile pour lui après de dire non, au nom de ma souveraineté, je ne peux pas respecter un engagement que j'ai pris? Je vous remercie très sincèrement. Et je remercie mon cher ami le juriste qui, dans sa peau, le juriste a donné une explication exhaustive avec des mots précis. Et je le remercie aussi de l'avoir utilisé dans le langage commun qui permettrait aux profanes des droits de saisir le sens de ce qu'il exprime. Par contre, quand on revient sur un certain élément sur lesquels il s'est basé pour faire cette démonstration séduisante, je souhaiterais que chacun de nous ici se mette dans la peau de ce que toute loi est applicable selon l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi est perçu lorsqu'on contextualise et qu'on se met en phase avec les réalités qu'on a et la décision qui vient. Je m'en voudrais de ne pas aborder tout de suite les questions politiques, ce que j'appellerai injonction. Et je prendrai un exemple après l'autre, mais je préfère partir de l'exemple selon lequel un individu et la comparaison de association et parti politique. Quand on vient dans le contexte même de l'exercice de la loi, dans un État, selon la loi 1901, si au nom d'une association, vous décidez d'exercer, je parle devant un juriste, vous avez des limites, selon la loi de 1901, de vous prononcer sur la gestion d'un État, dans la vie politique de l'État. Vous êtes limité compte tenu de la qualité de l'association qui vous porte. Et donc, vous pouvez opiner sur un certain nombre de sujets, mais vous n'allez pas activement vous exercer dans la vie politique de l'État. Et l'erreur fondamentale et humaine, et plus africaine, c'est le fait que les cadres africains ne s'intéressent pas à la vie politique de leur pays. Tout cadre, ça c'est un conseil politique, tout cadre a le devoir citoyen, s'il doit aspirer demain à diriger l'État, s'il se trouve apte de diriger l'État, de militer dans un parti politique. De militer dans un parti politique. Parce que la gestion de l'État, compte tenu de ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, puisque vous avez cité des exemples vraiment séduisants. Mais je réponds encore, si Roméo Aïssegbe est chef d'un État, Roméo Aïssegbe est c'est pas dans un pays où un citoyen qui n'a pas fait un parcours politique dans un parti politique lève le doigt pour être candidat aux élections présidentielles, Roméo Aïssegbe lui expliquera de A à Z que son terrain, c'est dans les associations et non à la tête de l'État. Parce que justement, il faut l'expérience de la gestion de la chose publique. Il faut l'expérience de la gestion de l'État. Il faut l'expérience de la gestion en étant dans un esprit souverainiste. Les États, tels que vous avez dit, ont la liberté d'appartenir à cette Cour. D'ailleurs, ils l'ont ratifié. Et nous sommes fiers de ratifier. Mais moi, j'attendrai plus la Cour africaine des droits de l'homme dans la posture de la protection des investisseurs dans ces États-là. C'est-à-dire, quand un individu décide d'investir dans un pays pour participer au développement de ce pays, à la réduction de la pauvreté et à l'industrialisation de ce pays, que la Cour exerce beaucoup plus dans ce sens que dans les règlements de questions Est-ce que c'est un règlement? Parce qu'il a parlé d'un droit fondamental, participer à la vie politique. Là où je vais participer à la vie politique, c'est pourquoi il dit chaque État
vous vous rappelez sur votre plateau ici, j'étais en face d'un invité, certainement de l'opposition, où je lui ai dit que dans un État démocratique est régi par des lois. Et que si vous décidez d'aller sans respecter les lois, c'est qu'on a même des difficultés à dialoguer. Parce que là où commence le droit de l'autre, s'arrête là où celui d'un autre commence. Et que nous sommes, si vous décidez de ne pas respecter les lois de votre pays, vous subirez la loi. Mais au nom de quoi l'État a ratifié ces accords multinationaux ou supranationaux que vous avez dit, donc une institution supranationale, mais cela n'enlève pas, ne dénie pas à l'État béninois de se doter d'un code électoral. Oui. Cela ne dénie pas à l'État de se disposer, de mettre une cour de répression anticorruption. Peut-être dans la forme, compte tenu d'un certain nombre de choses à l'international, au supra, on trouve qu'il faut ne pas trop serrer et dans la mesure du possible, compte tenu du mal que nous subissons. Compte tenu du mal que nous subissons. Et moi, je ne dis rien, je n'invente rien en vous disant que quelques années derrière nous, 4 ou 5 ans derrière nous, les gens prenaient l'argent de l'État et défiaient l'État. Les gens prenaient l'argent de l'État et défiaient l'État et étaient capables de se payer les services de la Cour africaine des droits de l'homme. Ça, c'est vous qui le dites. Parce non, que la Cour africaine des droits de l'homme est là pour tous les citoyens. C'est pourquoi je vous dis, je ne suis pas en train de remettre, et il n'a jamais été question dans ce que je dis, que je remets en cause la crédibilité de la Cour. Je dis que des individus mis en cause défient l'État compte tenu de l'absence des institutions pouvant les juger. C'est ça ce à quoi nous avons assisté. Ils mettent, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. L'incompétence est déclarée. Ou bien, ce n'est pas vous qui le dites, la Cour se déclare incompétente face à un mal que tout le monde perçoit. Mais nous sommes dans un État comme celui du Bénin depuis 2016 qui s'arrange pour donner la confiance à chaque citoyen de pouvoir accéder à un certain nombre de privilèges. Et concernant ce que nous avons ici pour le contexte politique, nous sommes dans un processus. Et je répète, je ne le dirai pas assez. Monsieur Adjamon Sébastien, vous avez un parti politique, vous avez des militants. Est-ce que si celui-là avait milité dans un parti politique, qu'il avait l'esprit partisan, allait-il se dire que sans lui, le parti n'allait pas vivre? Bon, on n'a pas. Ce sont des questions internes dans le parti politique. Pendant que les tests étaient en cours, aucune loi n'avait dit qu'il n'était pas condamné. Je ne suis pas en train de me mêler de sa condamnation. Mais je dis, jusqu'à preuve du contraire, pendant les instants où il fallait reconstituer les partis politiques et que ceux qui sont condamnés n'allaient pas pouvoir participer à la vie politique de leur parti, la condamnation était encore une évidence, selon même la Cour, puisque la Cour n'avait pas encore rendu une décision. Mais ce qui a lieu, vous avez refusé volontairement de respecter la loi de votre pays. Vous avez volontairement refusé. Et c'est après que vous ayez fait recours parce que tout est éminemment changeant. Moi, je le dis, je ne dis rien n'est figé. Mais ce n'est pas parce que vous ne considérez même plus qu'entre-temps, pendant que c'était encore actif votre condamnation, encore que là, jusque-là, l'État béninois ne l'a pas encore invalidé. Oui, parce que l'État béninois ne veut pas jusque-là respecter je ne dirais pas l'État, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Je dirais la justice béninoise n'a pas encore invalidé, puisque aujourd'hui, c'est clair dans la tête de tout le monde, ce n'est pas parce que vous êtes de la mouvance que vous n'êtes pas condamnable par la justice béninoise. On a des preuves pour ça. Ce que je dis, ça prendra le temps que ça prendra, mais en tant qu'humain, mon espérance pour lui est qu'il s'en sorte. Mais ce que je dis, là où on est arrivé, aucun citoyen qui aspire à diriger son pays ne peut pas regarder l'esprit. Nous avons vécu au Bénin ici des réalités. Nous avons un président de la République aujourd'hui qui est venu comme tous les autres présidents, c'est-à-dire n'ayant jamais appartenu à un parti politique. Mais nous avons les réalités qui sont là. Parce qu'au sein d'un parti politique, les tests, les prérogatives d'un parti politique, c'est que vous apprenez à gérer l'État, vous apprenez à gérer les biens de l'État, vous apprenez à défendre les intérêts de l'État et des peuples. Et tant que vous n'avez pas fait cette école-là, comment est-ce que vous voulez obliger un peuple
à vous confier l'État. Mais pourquoi est-ce qu'en voulant recruter les gens, on demande CV? Pourquoi est-ce qu'on demande expérience? C'est qu'on veut être sûr au moins que vous avez été moulé dans un système qui vous permet de répondre promptement à ce à quoi on s'attend de vous. Et donc, le contexte, c'est ce que je dis, l'esprit même de ce que au Madagascar ou en Tanzanie, les gens ont décidé. Je crois qu'on est dans cet esprit-là aussi au Bénin ici, et je pense que la Cour n'aura pas raison si elle s'attaque à nous par rapport à ça. Finalement, qu'est-ce que l'État béninois paie en respectant ou en ne respectant pas? Non, en respectant bien sûr cette décision, parce que de l'autre côté, on va le demander aux juristes. Qu'est-ce que l'État béninois paie aujourd'hui dans le contexte électoral? Qu'est-ce que l'État béninois paie en respectant cette décision? Vous m'excusez, mais ce serait de l'injustice au plan national. Pourquoi? C'est une injustice au plan national du moment où vous êtes dans une cour, vous êtes chef de la cour, et vous demandez à vos enfants de la cour, voilà les règles de la maison. Et pendant ce temps, il y a un enfant ou deux qui disent, et là, je fais allusion à un enfant ou deux. Deux enfants qui disent, nous, on ne veut pas respecter. Et après la pertinence, un d'entre les deux dit, moi, je vais respecter, mais je ne participerai pas au jeu. Mais il y a un autre qui dit, toi tu es bête, moi je vais casser tout quand vous l'aurez tout monté. Nous sommes dans un état. Et c'est de là qu'il faut parler de la souveraineté. Et par rapport à ça, tous les autres font les sacrifices qu'il faut. Tous les autres. Pour respecter, pour le mieux vivre, le mieux être. Et nous avons compris, quand on a compris quelque chose, ça n'existe plus. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Nous avons compris et nous avons passé l'étape. Et subitement, on dit on remet tout en cause et que ce que nous avions traité nous-mêmes, qualifié de médiocre, que cela devienne le modèle. Mais ça devient un peu récurrent par rapport à l'État béninois qui, ça ne date pas de maintenant. Depuis toujours, l'État béninois, on l'a vu un peu quand même toujours réticent par rapport donc aux décisions des cours internationales. Finalement, est-ce que l'État béninois doit finir par sortir donc de ces cours-là? Parce qu'il ne sert à rien de prendre des engagements et de ne pas les respecter après. Oui. Et comme vous le savez très bien, tout engagement que vous prenez, lorsqu'il s'agit de l'exercer ou bien de rentrer dans la phase active de ces engagements, ce n'est pas tête première que vous devez plonger sans discernement. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas eu de décision de ces cours-là qui n'ont jamais été respectés. Autrement, il n'y aurait aucun investissement étranger qui allait venir ici. Nous sommes dans d'autres juridictions supranationales, l'OADA ou bien je ne sais pas quoi, et tout ça là. Et dans ce pays, je pense que mon pays respecte dans les contextes là. Ce que je vois, c'est que naturellement l'Africain abuse des institutions qui devraient être les instruments de développement. Il en utilise pour des menus frétins. C'est ça qui diminue, je vous prie de m'écouter sur ce point-là, c'est ça qui, à un moment donné, fait que le citoyen africain commence à jeter de l'opprobre à certaines institutions parce que l'urgence est là d'agir sur des cas précis qui permettent à ce que notre développement, notre pays puisse décoller. Et là, on veut nous saupoudrer à tergiverser autour de ceci et cela. Je voudrais vous dire la conséquence. Si on devrait perdre notre temps et perdre les maigres moyens que nous avons et qu'on a déjà déclenché pour le processus électoral en cours, avec tous les milliards déjà mis en truc là, pour permettre d'avoir une base formelle qui attire les investisseurs. Parce qu'aucun investisseur ne peut aller traiter avec une autorité communale si par avant, celui-ci n'est pas dans les règles, même, c'est-à-dire son poste n'est pas juridiquement reconnu dans son pays. Et derrière ça, il y a des millions de Béninois dans chaque localité qui doivent pouvoir vivre des projets, des accords de ceci et de cela, et des mises en œuvre d'un programme. Vous ne voyez pas derrière ça la même politique qui veut piétiner le développement béninois? Vous ne voyez pas la mauvaise, c'est-à-dire la mauvaise foi des individus qui disent « sans moi, le déluge ». C'est ça justement ce que nous voyons. Finalement, quelle est la conséquence si l'État béninois décide de respecter cette décision, c'est-à-dire
met fin donc provisoirement au processus électoral? D'abord, tout porte à croire, en tout cas politiquement, vu de ma position, que la décision définitive va rejeter ce que nous avons lu dans la première décision. Et donc, déjà là, ce serait une perte de temps que d'arrêter. Comment vous en êtes sûr? Puisque celui qui, vous m'excusez, celui qui est l'investigateur ou bien celui qui a... C'est le requérant, vous voulez parler du requérant? Bon, ok, c'est le thème juridique. C'est le thème juridique qui me permettait, moi, de parler en termes politiques. Celui qui est la main visible ou la main visible derrière ces décisions qui nous smashent a une intention clairement affichée et déclarée. C'est celui d'empêcher le Bénin d'être cité parmi les meilleurs pays sans lui. Ça, c'est alors que le Bénin, sinon il réclame, il réclame un droit. Il a dit qu'il n'a pas... Un droit qui est d'abord... Il a dit par son porte-parole. Oui. Si ton porte-parole parle, c'est ta bouche qui parle. Parce que dans il n'est pas le porte-parole de Adjavo, mais il est le porte-parole du parti. Alors, Landry... Non. Le porte-parole a dit qu'il ne trouve aucun enjeu à ça. Et quand le Béninois ou l'Africain ne trouve aucun enjeu, son intérêt dans quelque chose, il veut mettre du sable dedans. Ça c'est votre lecture purement politique. Ça ne se passe pas. Alors, Landry Angelo Adélakun, juridiquement, quelle est la conséquence lorsque l'État béninois décide de ne pas respecter cette décision, parce que on le voit déjà venir, on a écouté le porte-parole du gouvernement qui a dit clairement que l'État béninois, en tout cas, a de difficultés. Ce n'est pas qu'il ne respecte pas la décision, ce n'est pas qu'il ne respecte pas la Cour, mais cette décision, elle est quand même un peu difficile à être exécutée parce que les élections communales constituent quand même une exigence constitutionnelle que le gouvernement ne veut quand même pas briser. Et merci bien. Et j'ai suivi l'homme politique. Dans sa peau de politicien. Peut-être qu'avec le temps, je viendrai à son école pour pouvoir être à l'aise dans des types de débats qui, a priori, ne sont pas faits pour que je sois à l'aise. Parce que vous savez, c'est difficile quand tout va et à l'encontre de ce que vous devez défendre, quand tout ne vous arrange pas. Vous voyez, c'est difficile et donc je le félicite pour ça. Ce n'est pas facile. Je vois, dans sa peau, je ne sais pas si je pourrais le faire. Et pour revenir d'abord à ce qu'il a dit, j'ai dit, parlons de souveraineté, que quand vous acceptez, la souveraineté vous permet d'accepter d'être dans des accords internationaux ou pas. Vous voyez. Donc vous pouvez accepter, vous pouvez ne pas accepter. Donc la souveraineté vous permet de vivre en autarcie ou de vous ouvrir au monde. C'est ça la souveraineté. Donc quand vous acceptez cela, vous avez concédé une partie de votre souveraineté sur la scène internationale. C'est au nom de cela que les autres vous font des injonctions. Donc je voudrais qu'on soit clair. Donc l'État est libre de sortir et là on sera purement et simplement, hautement souverain. C'est un peu ça. Maintenant, par rapport aux juridictions, la Cour africaine qui ne s'occupe pas de protéger les investisseurs, non. Je pense que la Cour n'est pas en train de faire quelque chose comme ça. La Cour, c'est une Cour des droits de l'homme et elle n'est pas l'ennemi des investisseurs, elle n'est pas l'ennemi du développement. Et vous savez, le droit au WADA est là avec les autres mécanismes qui permettent de traiter des questions de droit des affaires des commerçants, tout ce que vous voulez. Et vous voyez un peu. Maintenant aussi, par rapport au code électoral et la charte des partis politiques. L'exemple que j'ai donné en faisant référence à l'arrêt Mtikila, c'est pour vous montrer que la Cour est arrivée à interférer, si c'est ça le mot que le porte-parole utilise, s'immiscer, voilà, dans un domaine, dans un processus électoral. Et à quel niveau vous avez pu évaluer? La Cour est allée jusqu'à dire que vous ne pouvez pas interdire à vos citoyens qui n'est pas membre de parti politique d'aller à une élection. C'est pour vous montrer un peu le degré. Ça dit, le Bénin n'est pas... Le premier n'est pas, ça dit, c'est pas nouveau. Non, mais vous, en fait, excusez, hein. Donc, on va le laisser. Dans la loi que je vous explique que l'individu qui est membre d'une association sur la loi 1901 n'est pas autorisé à s'ingérer dans la gestion de la vie politique d'un État. La limite, elle est là, puisque c'est vous qui faites les lois. Si vous voulez aller voir, donc c'est là où je trouve que l'intervention de la Cour, justement, par rapport à cette question-là, est un abus de sa propre loi. Ok, je vais profiter de régler cette question avant que je ne parte au fond. Ce que je voudrais dire, la loi 1901 régit les associations à but non lucratif, non politique et consorts. Voilà. Les partis politiques
c'est l'article 5 de la Constitution du 11 décembre 90. Et j'ai bien dit en raison de leur spécificité au départ. Parce que eux, ils vont à la conquête du pouvoir. Ce ne sont pas les associations. Maintenant, les individus, les indépendants, ne sont pas nécessairement membres des associations de la loi 1901. Vous pouvez être individu et ne pas être membre de la JCI, de tout ce que vous voulez. Vous n'êtes membre d'aucune association. C'est de cela on parle. On ne parle pas des individus membres des ONG, des associations de développement et consorts. Donc, pour régler cette question. Maintenant, pour revenir à votre question, si le Bénin ne respectait pas, c'est que nous aurions contribué à ternir davantage l'image de notre pays. Et l'autre conséquence, c'est que la Cour a des rapports annuels qu'elle sort. Et notre pays sera bien logé dans ce rapport. Et la communauté internationale, le monde entier saura que c'est un peu ça. Parce que rassurer les investisseurs également, c'est montrer que nous sommes dans un pays qui respecte les droits. C'est ça. Et parlant des lois, je voudrais préciser une fois encore que le code électoral du Bénin n'est pas au-dessus du pacte international relatif aux droits civils et politiques. La charte des partis politiques au Bénin n'est pas au-dessus de l'article 13 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, n'est pas au-dessus du pacte international relatif aux droits civils et politiques confère article 147 de notre constitution. Je voudrais être clair sur cela. Nous sommes libres d'avoir des lois à l'interne. Mais nos lois à l'interne ne sont pas au-dessus des lois prévues à l'article 147 de notre constitution. Et la constitution, le respect de la constitution, quand le porte-parole parle, le respect de la constitution, c'est le respect du préambule de la constitution. Le respect de la constitution, c'est le respect de l'article 147 de la constitution. Et je voudrais vous dire, une fois encore, pour finir, malheureusement, nous avons beaucoup à dire, on n'a pas assez parlé de ça. J'ai l'impression que l'homme politique a pris assez de temps. On va y revenir certainement dans un autre débat. Oh là là. Bon, d'accord, je voudrais dire que le non-respect, en cas de non-respect, il y a les moyens de pression. Il y a les moyens de pression et ça, c'est au niveau, ils l'ont laissé, vous voyez, ils l'ont laissé à la conférence des chefs d'État qui décident si le Bénin ne respectait pas. C'est eux qui décideront de ce qui sera fait. Et ne voyez pas une conférence de chefs d'État dont les pays ne sont pas prêts, eux aussi, à respecter les décisions, à aller vers des mesures drastiques pour un État comme le Bénin. Donc, vous voyez un peu les limites, un peu de la chose. Et maintenant, ce que je voudrais souhaiter de façon honnête, c'est que notre élite, qu'elle soit politique ou non politique, sur des questions techniques, puisse faire l'effort de dire la vérité. Quand elle ne peut pas dire la vérité, qu'elle garde le silence. Au lieu d'embrouiller la population sur des questions aussi simples. Et maintenant, mon conseil à l'État béninois, c'est que les décisions de la Cour sont respectées de bonne foi, comme on le dit. C'est l'État même qui va les respecter. Et la Cour n'a pas de police, n'a pas de gendarmes. Mais si nous ne sommes pas prêts, si nous considérons que le respect des engagements internationaux, des décisions des différentes cours sont un handicap à notre processus de développement, si nous estimons qu'en respectant les ordonnances et les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nous allons traîner à transformer le Bénin en Singapour. Nous allons traîner à transformer Sakété en Hong Kong. Et si nous estimons qu'en respectant nos propres signatures, nous allons freiner le développement de notre cher et beau pays, le Bénin, nous n'avons qu'une seule solution. C'est de sortir de tout ce qui nous constitue, ou de tout ce qui constitue un handicap à la réalisation de notre vœu si cher qu'est le développement. C'est de sortir de tous nos engagements internationaux. C'est de choisir vivre en autarcie pour pouvoir mettre en œuvre notre haute souveraineté et ainsi nous irons au développement. Quand on aura fini de transformer le Bénin en Las Vegas, quand on aura fini de transformer Cotonou en Sydney, quand on aura fini de transformer Abomey-Calavi en Paris, en Belize ou encore en Rome, nous pourrions maintenant rentrer dans les engagements internationaux et nous mettre à respecter les textes. Mais pour le moment, si nous ne le faisons pas, c'est que nous sommes en présence d'un État qui se fait spécialiste du non-respect de sa propre signature. Mais ouais, c'est bien. Je prends un contre-pied parfait. Je prends un contre-pied parfait dans ce sens que c'est de la contradiction. Je rappelle que vous êtes en train de dire votre dernier mot. Et oui, et c'est pourquoi il dit... Oui, c'est important, il a pris assez de temps tout à l'heure. C'est pourquoi je dis c'est de la contradiction, justement, face à ces genres de décisions. Et l'apport, nous-mêmes, de nos arguments
et pour justifier nos positions par rapport aux décisions, qui émergera aussi et qui permettra même d'atteindre la perfection au niveau de la décision de ces cours-là. Nous ne sommes pas, parce que nous avons signé l'accord, nous ne sommes pas des abrutis, des brebis qu'on amène à l'abattoir pour pouvoir les faire servir dans le plat de ceux qui veulent. Il y a une chose qu'il faut retenir, le Bénin ne sortira d'aucun accord. Enfin, félicitations. Le Bénin ne renoncera à aucun engagement. Merci. Mais nous savons que ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, l'élite, comme vous l'avez dit, l'élite réfléchit. Et ce qui se passe au Bénin, les décisions qui sont prises au Bénin, quand on va en France ou on va même dans d'autres pays, la même chose se passerait au niveau de chaque État. Parce que le fonctionnement de chaque État doit rester l'État. Et ce que l'État doit pouvoir faire pour le bien commun. Parce que, sachez-le, on n'a pas condamné un individu du gouvernement. On a condamné l'État béninois. Et ceux qui sont gouvernement aujourd'hui, porte-parole du gouvernement béninois, ceux-là ont l'obligation de défendre les intérêts de l'État. Et quand ils défendent les intérêts de l'État, c'est vos 5 francs, c'est mes 5 francs, c'est votre avenir, c'est mon avenir qui est défendu par le porte-parole du gouvernement. Et donc, nous devons surtout trouver la qualité, l'intelligence avec laquelle les gens utilisent aujourd'hui pour montrer ou amoindrir le choc de tout ce qui nous tombe dessus. Et après, je crois fermement que le développement aussi, ce n'est pas la ressemblance des villes qui échouent. Le système est planté ailleurs. Nous avons notre propre forme de développement que nous imprimons. Et donc, nous le ferons et nous réussirons à inscrire le Bénin dans ce label et le révéler au monde comme c'est la vision du chef de l'État, Patrice Talon. Je vous remercie. Alors, chers amis internautes, nous venons donc de finir cette émission. Il a été question de l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme qui fait injonction à l'État béninois de suspendre à l'organisation des élections communales. Il faut le rappeler, cette décision a été prise sur la base d'une requête déposée par l'opposant Sébastien Adjavon. En plateau, mes invités ont débattu de la question. J'étais avec Nandri Angelo Adelakun, il est juriste, et Roméo Aïsegbe, acteur politique. Merci d'avoir été là et à la prochaine.